Merci Khadija. Bonjour à tous. Je salue bien sûr le président de la région, les secrétaires d'État, les autorités administratives et politiques, mais aussi le consul de France, que je salue volontiers ici, ainsi que tous les élus marocains bien sûr, les élus français, qui sont venus et qui vont pouvoir confronter leur vision. Ce que je vais vous dire ensuite va peut-être vous surprendre un peu parce que il y a un enthousiasme pour la régionalisation au Maroc et le début d'un processus qu'il va falloir porter de plus en plus fort. La France n'est pas concernée de la même manière. Elle doit faire face à son histoire. Son histoire, c'est que la décentralisation, au départ, est plutôt considérée pour les communes, éventuellement les départements, mais les régions, c'est venu plus tard. Pourquoi c'est venu plus tard? Parce que les régions, c'est l'ancêtre, c'est l'héritage des provinces. Or, les provinces étaient liées à l'ancien régime et étaient, dans un certain nombre de cas, opposées à la Révolution et à la République. Et donc, les régions restent en difficulté pour se faire reconnaître, pour obtenir vraiment des pouvoirs, parce que la décentralisation en France n'a pas été, elle n'a jamais été conçue comme la décentralisation en Allemagne, en Espagne, en Italie, c'est-à-dire où il y a vraiment des entités responsables de leur avenir, de leur gestion, et où il n'y a pas de retour en arrière par rapport au retour de l'État. Et c'est ça la difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas conçu une décentralisation véritable. C'est une décentralisation un peu par petits bouts, parce que par exemple, qu'est-ce qui justifie le fait que ce soit les régions qui s'occupent des lycées, les départements des collèges, qu'est-ce qui justifie que le personnel de l'éducation nationale ne soit pas impliqué dans la décentralisation, que tout ça c'est le ministère de l'Éducation toujours. On a donc une décentralisation par petits bouts, et en fait, elle ne s'est faite, je suis obligé de vous le dire comme ça, c'est ce que j'ai vécu aussi pendant 17 ans la région, elle s'est faite chaque fois que l'État commence à avoir des difficultés financières, il transmet ces difficultés financières aux collectivités locales. Que dans ma vie professionnelle antérieure, j'ai été président du Crédit Agricole, qui était à l'époque la plus grande banque du monde. C'était pareil. On ne donnait au Crédit Agricole aucune compétence supplémentaire, sauf lorsqu'il y avait un coup de sécheresse, un coup d'inondation, etc., et qu'il fallait allonger les emprunts, payer les crédits, etc. Alors là, c'était le Crédit Agricole, et donc on lui donnait une compétence supplémentaire. Mais c'est pareil, on est dans une situation où il a fallu se battre pour obtenir les compétences. Et puisque le sujet de votre débat aujourd'hui, c'est clarifier les compétences, ça ne va pas être facile, parce que c'est souvent des compétences qui n'ont pas été pensées en amont par l'État. Et l'État n'a pas voulu se substituer, n'a pas voulu que les régions, qui sont les collectivités les plus importantes sur les territoires les plus grands, avec le plus de moyens, se substituent à l'État. Moi, je suis un décentralisateur féroce. Je pense que Valérie Pécresse aussi. Et donc, nous sommes engagés dans une bataille où, petit à petit, les régions vont pouvoir vraiment gérer leur territoire. Parce que, juste au début, les régions ont été conçues comme une espèce de lieu de planification régionale, d'intervention, mais au coup par coup, et jamais avec la puissance. Très souvent,
on a simplement laissé les régions financer à peu près tout et n'importe quoi. On était une véritable caisse bénie pour l'État, hein, puisqu'à chaque fois qu'il y avait besoin d'un peu d'argent, on demandait de l'argent à la région qui payait et qui n'avait jamais de mot à dire. Ça a commencé à changer, heureusement, avec la capacité qu'ont maintenant les régions d'abord d'élire leurs dirigeants et d'avoir des compétences reconnues qui ne sont plus discutées par personne. L'exemple type, c'est évidemment l'éducation secondaire. L'exemple encore plus fort, c'est les transports, parce que figurez-vous que dans l'institution qui gère les 12 millions de voyageurs journaliers de l'Île-de-France, soit 70% des voyageurs de France entière, il n'y a pas un seul représentant de l'État, pas un. Moi, j'ai présidé ce qu'on appelle le STIF, qui était l'organisation des transports, qui maintenant s'appelle Île-de-France Mobilité, avec Valérie Pécresse qui le préside maintenant, bien sûr. Tout ça a quand même beaucoup changé. Parce que maintenant, c'est plus le ministre des Transports qui est vraiment en responsabilité dans ce secteur, en tout cas en région parisienne. Et comme la région parisienne, c'est la plus grande région, qu'elle fait 31% du produit intérieur brut, 20% du revenu national, il faut un peu, si j'ose dire, la respecter. Mais l'expérience que nous avons eue, nous, de la régionalisation, a été quand même difficile et douloureuse parce qu'on n'a pas vraiment imaginé que les régions pourraient vraiment prendre leur part. Et d'ailleurs, puisqu'ici on est en coopération décentralisée, c'est quand même hallucinant de penser qu'une région a pu coopérer avec une autre région seulement depuis 1992. 92. Avant, il fallait, c'est pas possible, il fallait passer par les affaires étrangères, etc. Maintenant, c'est très différent et quand les régions se déplacent sur le territoire international, elles sont reconnues, bien reçues et aidées par le système, bien sûr, du Quai d'Orsay, qui est toujours très efficace et qui est très intéressé parce que ça permet de développer une politique internationale qui parfois est un peu différente. Je vais prendre un exemple, le Liban. Moi, je suis un grand ami du Liban, je les connais depuis très longtemps. Au Liban, pendant toute la période où Hariri a été assassiné, etc., il n'y avait plus aucun contact avec le ministère des Affaires étrangères. C'était les régions, grâce aux ambassadeurs sur place, qui arrivaient à faire le lien. Et c'est très important. Mais au fond, qu'est-ce qu'il faut pour, et je termine, qu'est-ce qu'il faut pour réussir une régionalisation? D'abord, on l'a vu tout à l'heure sur la carte, un découpage rationnel du territoire. Je ne dirais pas qu'actuellement en France, ça soit parfait. Parce que si je prends l'exemple de mon collègue d'Aquitaine, Alain Rousset, qui est un vieil ami, il est à son 4e mandat de président de région, mais il est dans sa voiture toute la journée. Il fait des milliers de kilomètres. Il a beaucoup de mal à être dans la proximité. Bon. Ensuite, on a créé des régions un peu aberrantes, Bourgogne-Franche-Comté, etc. Et puis on a gardé certaines régions. On ne sait pas trop pourquoi celle-là. Peut-être du fait du poids des présidents. Hein, c'était le cas de Le Drian en Bretagne. Le Drian, il a dit, moi je veux personne. Je ne veux pas que quelqu'un se marie avec moi, je veux rester tout seul. Et on l'a laissé tout seul. Et à côté, on a pris l'Aquitaine, où il y a 4 régions, dont franchement, une grande partie n'a rien à faire avec les autres. Mais tout ça finira par s'implanter, on y arrivera. Parce que petit à petit, les capitales régionales existent, etc. Donc je pense que ça va s'arranger, mais ce n'était pas il y a un territoire. Ensuite, un choix démocratique. Comment se fait l'élection régionale? Si la région a de vrais pouvoirs,
l'élection régionale va être évidemment très politique. Et elles ont été très politiques. Mais pour ça, il faut un mode de scrutin intelligent. Ça ne suffit pas de faire la proportionnelle. Moi, j'ai vécu pendant 6 ans la première mandature régionale. J'avais 85 de gauche, 85 de droite, 36 du Front National. Je n'avais pas de majorité. Donc c'était quand même très difficile d'avancer, de faire des choses constructives, etc. Maintenant, grâce à une nouvelle loi que moi je recommande à nos amis marocains si la question les intéresse, c'est une proportionnelle pour que tout le monde puisse s'exprimer, mais un correctif majoritaire pour qu'on puisse gouverner. Et ça, c'est nécessaire. Et enfin, troisième point que je voulais souligner, parce que ça a fait polémique en France, le président de la région doit être, à mon avis, en même temps, le président de l'Assemblée et le président de l'exécutif. Sinon, il va être déporté. Il va plus. On a un exemple en France. Il y a une région, c'est la Corse. Une région un peu particulière. Hein. Et la Corse, le président, il y a un président de l'Assemblée et un président de l'exécutif. Et comment ils font entre eux? Comment ils gèrent les choses? Quels sont les véritables pouvoirs? Comment on peut faire avancer la collectivité de manière assez rationnelle? Pas évident. Et donc, moi, je crois qu'il faut qu'il y ait la présidente de l'Assemblée et la présidente de l'exécutif. Ce qui veut dire une équipe de vice-présidents suffisamment large pour gérer les entités quand même elles-mêmes extrêmement lourdes. Voilà, c'est les conditions de réussite. Après, il y a les compétences. Or, on voit bien que, en tout cas en France, mais je pense aussi au Maroc, ce qui est important, c'est tout ce qui concerne l'infrastructure, les trains, la construction universitaire, les lycées, la formation professionnelle, tout ce qui est du domaine de l'investissement. Parce que les régions ne sont pas très consommatrices de crédits de fonctionnement et elles font très attention à leur gestion. Parce que ça va peut-être vous paraître un peu audacieux de dire ça, mais quand l'État français, on ne serait pas sur d'autres États, mais sur l'État, quand l'État français fait 3% de déficit et qu'il le dépasse, je voudrais rappeler que les régions, elles, sont obligées à faire un équilibre budgétaire strict. Et par conséquent, il faut leur donner des ressources. Et ça sera mon dernier mot. Si on n'a pas des ressources régulières et que je qualifierais de, le mot n'est pas très juste, progressiste, c'est-à-dire qu'elle évolue au fur et à mesure que l'économie évolue, alors vous pouvez construire, prendre des responsabilités, etc. Mais jusqu'ici, on a plutôt fait le contraire, c'est qu'on a retiré des ressources aux collectivités locales qui se trouvent asphyxiées pour réaliser leurs investissements. Voilà. Donc je pense que c'est ça les conditions d'une décentralisation et d'une régionalisation réussie. Mais évidemment, ça suppose un rapport de force avec l'État central. Ça se joue d'une manière ou d'une autre. Et chacun le fait comme il le veut, mais je pense que les régions ont intérêt à prendre vraiment toutes leurs responsabilités et à être un élément de progrès dans le pays. Voilà, je vous remercie.